Comment se font et se défendent les plateformes politiques en RDC? Les sujets nous intéressent pour ce nouveau numéro de Version Croisée. Bienvenue à tous. Vous le savez peut-être, les libéraux du Mouvement de Libération du Congo, MLC, se sont rencontrés avec les socialistes du Parti Lumumba Unifié, semble-t-il, pour mettre en place une plateforme électorale en prévision des élections qui vont se tenir à la fin de ce mois. On n'en est pas seulement là-bas. Les socialistes de l'Union pour la nation congolaise sont également pour parler avec le mouvement de libération du Congo pour justement envisager la mise en place d'une plateforme électorale. Et l'Union des libéraux démocrates chrétiens, ULDC, eux, étaient déjà avec la majorité présidentielle il y a à peu près 15 ans. Alors, problématique dans cette émission, s'agit-il de démarches idéologiques ou opportunistes? Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Alors, nous avons vous, Hubert Kabasubavou, vous êtes gouverneur honoraire de la province du Kasaï occidental, devenu Kasaï central aujourd'hui. Vous êtes également directeur du centre de formation. Ça s'appelle USALDA. Ça signifie quoi exactement? US Africa Leadership and Government Academy. Académie de formation en leadership et gouvernement. Voilà, en US Africa Leadership and Government Academy. Merci d'accepter de débattre avec nous dans cette émission. Vous avez Robert Ngambi, il est superviseur de communicateur du Parti Lumumba Unifié. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, je commence avec vous, Hubert Kabasubavou, partant du tableau que je viens de dresser tout à l'heure. S'agit-il, dans la formation des plateformes, d'une démarche idéologique ou opportuniste? Ben, disons, on peut dire que c'est un regard, parce qu'il faut d'abord avoir un captage qui est à la fois théorique et empirique de cette dynamique politique que l'on voit en branle ou en déploiement dans tous les systèmes politiques. On en voit, je veux dire, en Allemagne, en France, en Belgique, en Afrique du Sud. Et ici, c'est une dynamique tout à fait normale que les partis politiques peuvent faire des alliances à des moments bien déterminés au regard des dynamiques qui émergent et au regard d'un certain nombre de paramètres stratégiques. Les partis politiques peuvent décider, n'est-ce pas, d'entrer en alliance ou de décomposer leur alliance. Quand vous allez, par exemple, chez Douglas Ray, qui d'ailleurs a puisé dans les études de Duverger, la loi ou la relation entre les systèmes électoraux et les partis politiques. Par exemple, Duverger démontre théoriquement que lorsque dans un système politique, on adopte, par exemple, les systèmes électoraux de la majorité, au système majoritaire, comme on dit en anglais, winner takes all, les partis politiques ont tendance à se regrouper en deux blocs, ce qu'on appelle les bipartismes. Mais lorsque dans un pays on adopte un système électoral qui est la représentation proportionnelle, les systèmes politiques ont tendance à avoir une pluralité. On parle du cas de la RDC, exactement. De partis politiques. Maintenant, dans le cas de la RDC, nous avons la représentation proportionnelle qui a en fait engendré une multitude de partis politiques. Aujourd'hui, nous saluons les faits que la loi électorale, avec ses innovations notamment, l'essaye, a imposé aux partis politiques de composer des nouvelles alliances. Mais maintenant que ces alliances soient en train de se défaire, d'autres en train de se composer, notamment, vous avez parlé du PALU, qui va s'associer au MLC libéral, les PALU socialistes, encore que le socialisme du PALU est plus déclaratoire, plus incantatoire que substantiel et interprétatif. Voyez-vous? Et donc, ils vont s'allier au MLC qui est libéral. Mais il n'y a pas que ça. On voit également Kamitatou, ancien du MLC libéral. D'ailleurs, Kamitatou, pour votre information, je pense qu'il a été le président de l'association des partis politiques libéraux de l'Afrique. Il va s'allier à Moïse Katumbi, qui lui est un ancien d'un parti politique socio-démocrate. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est la dimension idéologique. Mais il y a également une dimension qui, à mon avis, n'est pas d'opportunisme, mais qui est stratégique pour des besoins des élections, mais je pense qu'on pourra élaborer plus tard. Donc vous trouvez que c'est normal aujourd'hui qu'on puisse avoir une plateforme dans laquelle on retrouve les PALU et les MLC? Mais c'est pas, parce qu'il y a deux réalités qu'il faut bien saisir. Hein. Il y a la nécessité, ou si vous voulez, ce qu'on appelle en jargon, l'impératif de la concordance idéologique. Mais il faut l'équilibrer également avec les réalismes, ce qu'on appelle la réelle politique. Le réalisme politique pour dire quel est le parti politique qui a la chance de triompher par rapport à l'évolution des enjeux
dans un pays. On a vu par exemple en Allemagne les CDU d'Angela Merkel s'allier, qui est un parti de droite, libéral, conservateur, s'allier aux sociaux-démocrates. Mais vous n'avez pas dit clairement si vous êtes pour ou contre cette alliance. Nous reviendrons à vous, Hubert Kabasou-Babou. Je vous donne la parole, Robert Ngambi. Il y a quelques jours, Antoine Gizenga, qui est le patriarche de votre parti, appelait au rassemblement de tous les partis de gauche. Est-ce que vous contredisez directement à la veille des élections en s'associant au MLC, qui est pourtant un parti libéral? Je ne sais pas si c'est l'émission, c'est d'abord ça. Je pensais qu'on allait d'abord dans la théorie, comme l'a abordé le gouverneur Kabasou. Je ne suis pas au-delà de l'émission. Oui, mais beaucoup plus, vous revenez sur l'alliance ou la rencontre en termes de passerelle d'échange d'informations politiques et d'analyse des événements au niveau du pays entre le mouvement de libération du Congo et le parti lumumbiste unifié. Mais vous venez de le dire ici que vous parlez de l'ancienne alliance entre la majorité présidentielle. La majorité présidentielle n'est pas un cartel idéologique. C'est un cartel stratégique, événementiel et électoral. Quand vous allez au sein de la majorité présidentielle, vous allez trouver les unitaristes, vous allez trouver les fédéralistes, vous allez trouver les libéraux, vous allez trouver et même les extrémistes, les fondamentalistes. Et donc ce n'était pas fondamentalement idéologique. Votre question au départ devrait poser les problèmes à terme. Nous ne sommes pas sortis de la question. C'est ce que j'ai dit. Oui, vous pouvez aller directement parce qu'on n'est pas sorti de la question. Je ne veux pas qu'on soit superficiel, qu'on parle de la théorie, mais à ce qui se passe. Oui, exactement. Oui. Oui. Si c'est ce qui se passe exactement, voilà. Jusqu'aujourd'hui, au niveau du pays, nous n'avons jamais eu de plateforme idéologique. Les partis peuvent se déclarer idéologiques, mais les plateformes en termes de regroupement de partis politiques sont beaucoup plus liées aux stratégies électorales. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit l'autre fois, même pendant le temps de Mobutu, tous les regroupements que nous avons eus, soit momentanés, événementiels, et ce n'est pas conçu en termes de la durabilité idéologique. C'est ça en fait la réalité de notre pays, mais cette réalité est fondée beaucoup plus au-delà de ce que le gouverneur a dit tout à l'heure. Le système électoral, aujourd'hui, dans notre pays, je n'aborderai pas l'aspect beaucoup plus de la députation nationale qu'a abordé le gouverneur tout à l'heure. Nous avons une élection présidentielle. Depuis la révision de la Constitution en 2011, a institué un système majoritaire simple en un tour. Ça veut dire qu'au regard de la stratégie électorale, il y a des partis qui peuvent se dire, au regard de ce système, je pense que jeter mes ambitions par rapport aux élections à venir et faire une déclaration de soutien à une candidature, soit-elle de gauche ou de droite, en termes stratégiques. C'est ça que je dis en termes. Donc vous voulez dire en d'autres termes que la loi électorale actuelle favorise des alliances politiques contre nature? Oui, mais c'est ça les conséquences de ça. Ça va favoriser des alliances beaucoup plus en termes de stratégie électorale, la finalité de pouvoir arracher le pouvoir demain au suffrage universel par rapport à la consolidation idéologique. Mais alors, répondez à ma question par rapport à l'appel de Antoine Gizenga. Donc, pour le moment, vous êtes... C'est un vœu, voilà. Je pense que, comme tu y reviens, c'est depuis 2008 que le vénérable patriarche Antoine Gizenga a mis le dossier sur la table avec le président de la République, le camarade Joseph Kabila Kabange, au Conseil de ministres à Kikwit. Le secrétaire général avait compris que l'alliance de la majorité présidentielle que nous avions à l'époque. Attends, je vous l'ai dit, au second tour, nous avions eu AMP, Palou, Demo. Et donc, même les mobutistes que nous avions chassés en 2006, nous l'avons récupéré pour des raisons stratégiques. Ce n'était pas pour des raisons idéologiques. Et même la majorité présidentielle qu'on va constituer en 2011, c'est beaucoup plus pour faire gagner le candidat Kabila. À ce moment-là, on avait beaucoup plus besoin de voix, qu'ils viennent de gauche ou de droite, pourvu que notre candidat gagne. C'est ça la stratégie. Restez avec nous. Voilà. Je reviens à vous, Hubert Kabasou-Babou. Est-ce que vous pensez, comme Robert Ngambi, que le système électoral actuel encourage ou favorise les alliances politiques qu'on peut qualifier de contre-nature? Non, il n'y a rien de quintessentiel, ou je veux dire de déterminant dans la loi.
qui favoriserait les alliances contre nature. D'ailleurs, il a bien épinglé. Voilà. Les gens possèdent toute la rationalité, toute la normativité pour opérer le choix qui sont conformes à leur manière de voir les choses. Mais maintenant, comme j'ai dit, il faut bien faire attention parce qu'il y a tension entre la nécessité d'une concordance idéologique, mais également l'impératif de la conquête du pouvoir. Maintenant, l'impératif de la conquête du pouvoir répond à une nécessité qui est stratégique, qui est la nécessité de la réelle politique. Vous regardez sur les champs politiques, l'échiquier politique, qui a les ressources politiques qu'il faut pour remporter l'élection. Est-ce qu'aujourd'hui, le MLC a les ressources politiques qu'il faut pour remporter les élections? Point d'interrogation. Maintenant, vous regardez Moïse Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, il a les ressources politiques qu'il faut pour remporter les élections? Point d'interrogation. Est-ce que la majorité ou les dauphins que Joseph Kabila va désigner, Dieu seul sait quand, est-ce que la majorité ou ces dauphins éventuels aura-t-il le capital politique qu'il faut pour s'allier à lui? Maintenant, je pense que là où il faut faire très attention, en amont, il n'y a pas de problème. Les palus, encore que comme je dis, les palus, son socialisme est plus incantatoire, déclaratoire que véritablement. Là, il n'a pas contredit. Apparemment, vous êtes d'accord avec le socialisme. Je m'excuse. Attends, gouverneur, je ne voulais pas vous suivre sur ce terrain-là, parce que je recommencerai également votre vue incantatoire, et ça ne serait pas un débat rationnel. Je pensais que nous devions faire beaucoup plus en débat, en termes de débat scientifique, en termes d'analyse de faits politiques, que dans un débat d'attaque. Non, c'est pas l'attaque. Parce que quand vous dites le Palou et son socialisme est incantatoire, je vous connais, M. Kabassa Babo. Vous avez évolué au sein du SCD Goma. Je ne sais pas la tendance idéologique du SCD c'est la social-démocratie. La social-démocratie. Est-ce que c'était opérationnel ou incantatoire? Vous avez eu à exercer de mandat public. Donc, n'allons pas... Moi, je me refusais de me faire un débat frontal qui devrait être beaucoup plus être un débat que j'ai pensé personnellement. Attends, je m'excuse, gouverneur. Je vais vous aider. Je m'excuse, gouverneur. Je termine par là pour vous remettre la parole. Je crois que s'il y a une ligne de comportement d'une culture identifiable à une idéologie dans ces pays, il n'y a que le parti lumumbiste unifié qui en démontre par son agir, par son comportement et la manière de gouverner la République. Si on avait fait suffisamment du temps pour le démontrer, je le démontrerai et aucun autre parti politique ne le ferait. Et donc, je n'aimerais pas que le gouverneur dise que la vie du socialisme du parti lumumbiste unifié est incantatoire, parce que je ne voulais pas pénétrer dans sa vie, dans son regroupement politique. Non, il ne s'agit pas. Non, je pense que vous avez mal pris ça. Ça n'a pas... Quand on dit, je suis politologue, quand je dis que le socialisme là, parce qu'il y a un socialisme utopique, il y a un socialisme scientifique, il y a un socialisme incantatoire. Le socialisme africain de manière générale est incantatoire. Ça veut dire que les partis politiques disent, bon, dans notre parti politique, nous sommes des socialistes. Dans notre gouvernement, nous sommes des socialistes. Mais lorsqu'ils sont confrontés à la nécessité de l'interprétation de la réalité politique et de la formulation des politiques publiques, ces partis politiques ne se comportent pas véritablement comme des partis de gauche. C'est ça que je voulais dire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'action. Ça, ce n'est pas le palou. Non, encore. Par contre, ça, ce n'est pas le palou. Une minute. Même quand vous dites parti lumumbiste unifié. Lumumba n'a jamais été socialiste. Lumumba, c'était un libéral vrai. Il a été membre, c'est le seul. Lumumba, c'est le seul de sa génération dont on sait qu'il fut membre d'un club de libéraux de Stanleyville. Et même ici à Kinshasa, Lumumba, avant d'aller dans les MNC, parce que c'est d'ailleurs Ngolom Pandangila qui a amené Lumumba dans les MNC. Lumumba n'a jamais fondé les MNC. C'est Ngolom Pandangila qui a amené Lumumba dans les MNC où il a été président sur base de 2 voix seulement qu'il a remporté. Lumumba à Kinshasa, ici après la sortie de la prison, Lumumba a été le président. Il a fondé l'amicale libérale. Il n'a jamais été socialiste. Non, enfin, je vous comprends. Revenons celui-là. Je pense, Edmond, que peut-être que le gouverneur lit l'histoire beaucoup plus en se limitant à ça. Le nationalisme ou le socialisme congolais ne devrait pas être conçu comme le socialisme en Allemagne. La réalité économique du Congo, vous n'avez pas une bourgeoisie d'affaires, ce qu'on appelle les opérateurs économiques, le capitaliste. Et donc, notre vision de gauche, notre vision est conçue beaucoup plus entre la lutte à la recherche de la dignité
voilà d'origine de notre socialisme de gauche. C'est pas socialiste. Je m'excuse, les valeurs de justice distributive. Parce que même là où vous allez, en Allemagne aujourd'hui ou en France, les fondements économiques et capitalistes, c'est l'entrepreneuriat, le privé. Par contre, aujourd'hui, notre fondement de gauche était beaucoup plus entre la lutte par rapport à un comportement d'oppression, à un comportement de domination, à un comportement d'exploitation pour, premièrement, retrouver ce qu'on appelle la liberté et la dignité de l'homme qui devrait être le Congolais, exerçant le pouvoir, et donc dans la gestion, nous devrions formaliser. Malheureusement, mais vous ne le rencontrez pas quand il dit que Lumumba n'était pas socialiste, mais ce que je vous dis, libéral. Parce qu'il voulait fonder, comme si Lumumba était membre, comme au début, il avait des contacts avec le Parti libéral. Non, il était membre du parti, il était membre du club des libéraux. C'est historique. Vous allez chez Nzomola Ntalaja, vous allez chez Ndaïwel, il était membre du club des libéraux. Parce que le parti politique, la Belgique, n'a pas favorisé l'implantation de partis belges au Congo. Et donc, tout ce qui était, c'est quoi beaucoup plus... Bon, je pense qu'il a fait sa mise au point. Les auditeurs n'ont qu'à juger. Mais maintenant, pour revenir sur... Les téléspectateurs. Oui, je vais dire, les téléspectateurs vont... Mais je pense que la problématique de la mise en œuvre, parce que même en France, aujourd'hui, le projet, parce que le socialisme lui-même n'est qu'une étape intermédiaire entre le capitalisme et l'étape supérieure qui est la société communiste. Et donc, on a vu même en 1914, quand les partis socialistes russes s'est décomposé en mencheviks et en bolcheviks. D'ailleurs, les mencheviks qui nous ont donné, dont la lignée est aujourd'hui la lignée de la social-démocratie. Tout ce qu'il dit là, c'est dans la social-démocratie. Ça veut dire lutter au plan social contre l'oppression, contre les inégalités, avoir une société juste, des justices distributives qu'on appelait le welfare state. Voyez-vous, ça a été récupéré par la social-démocratie. Et donc aujourd'hui, un parti socialiste en Afrique et au Congo, ça pose des problèmes sur le plan théorique et sur le plan doctrinal. Non, pour revenir sur la problématique des alliances. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord, comme je dis, féliciter les gouvernements Tchibala pour cette loi. Maintenant, cette loi démontre que les partis cherchent maintenant à se rencontrer. Et d'ailleurs, je suis, disons, intéressé par le fait que mon ami Bangui dit que... Bambi, vous avez entendu, si vous l'avez bien suivi, si vous faites la déconstruction de ses propos, de ses énoncés, lui-même a dit qu'il n'a pas parlé en termes d'alliance. Il a dit que c'est une relation d'analyse, d'échange d'informations. Maintenant, comment est-ce qu'un parti socialiste va utiliser sa grille interprétative, son prisme analytique des socialistes pour interpréter les faits en conjonction avec des gens de droite. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que en termes de réalisme politique, pour remporter les élections, ça fait sens. Mais vous remportez les élections pour faire quoi? Journaliste, je pense que ne soyez pas vous-même dans une prise de position. Non, mais je n'ai pas pris la position. Je m'excuse. Non, mais là, je ne ferai pas passer ça. Parce que là, je suis là pour poser des questions. Parce que vous revenez sur un fait que j'ai déjà largement expliqué. Non. Dites-moi, camarade, quand nous... S'il vous plaît. Attends. Est-ce que vous pouvez rencontrer... Voilà, laissez-moi raconter. Ne dites pas que je n'ai pas répondu. Très bien. Bon, ça dépend de ce que vous dites. C'est ce que je refuserai. J'ai dit, vous avez à l'introduction dit, je vous prends l'exemple de la majorité présidentielle. Très bien. Est-elle une plateforme idéologique? Ils ne sont pas là pour changer les Voilà. Je m'excuse. On n'est plus là-bas. C'est ça le problème. Voilà. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que la conception du pouvoir, moi j'aurais été beaucoup plus dans le format, dans la scientificité du fait politique au Congo. Comment se crée le parti politique? Comment fonctionne? Quelle est la pensée du pouvoir, la vision du pouvoir? Le pouvoir pour nous, l'Africain, c'est quoi depuis les Congolais? Je vous ai dit que... on n'a pas assez de temps. Oui. On risque de revenir sur des choses. Moi, je vous relance pour qu'on avance. En bref, je vous dis ceci sur la question posée. Je vous dis, il n'y a pas de difficulté parce qu'on en a vécu au Congo. C'est la même question que donc je vais vous relancer pour nous permettre, c'est-à-dire moi et ceux qui nous suivent, à comprendre ce que vous faites maintenant. Revenons sur le plan théorique. Est-ce que les alliances politiques entre les libéraux et les socialistes sont-elles compatibles? Momentané et circonstanciel, événementiel, c'est possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que le gouverneur vous l'a dit. Oui. Devant l'impératif Marie Le Pen,
les libéraux et les socialistes ont fait des déclarations de soutien à Macron. C'est pour barrer Marine Le Pen. Est-ce que c'est le même contexte? Le contexte peut non, mais là, on se veut le vote. Je crois que je vous dis, ne soyez pas vous-même déjà prédisposition à ne pas. Il n'y a pas de prédisposition, j'ai envie de vous comprendre. Mais c'est là alors, la problématique. Non, s'il vous plaît. Palou, MLC. C'est comme si dans ce pays, il n'a existé que ça. Vous avez fait de faits vécus récemment. J'espère que je ne vous ai pas invité pour que nous puissions nous chamailler. Mais c'est ça. Vous parlez du cas de la France, par exemple. S'il vous plaît. Je vous pose la question. J'ai dit, vous parlez de la France, par exemple. Il y a eu des appels qui ont été lancés à droite tout comme à gauche pour élire Macron, qui était un peu du centre, pour éviter l'extrémisme. Donc, la droite extrémiste, c'est totalement différent de vous qui échangez des informations pour être ensemble et gouverner. Mais je vous dis tout à l'heure, voilà. Nous, au parti Lumumbiste Unifié, nous ne trouvons pas du mal qu'une déclaration qui viendra d'un parti libéral pour soutenir un candidat de gauche qui n'a pas un candidat. Admettons dans l'hypothèse que le MLC s'est dit à l'absence de Jean-Pierre Bemba. Une hypothèse absolue. Ce n'est pas ce que je dis que ce sera comme ça. Jean-Pierre Bemba ne vient pas. Il se retrouve en face de Katumbi. Il se retrouve en face d'un candidat Palou, je l'ai dit clairement, qui pouvait s'appeler Mouzito Dema. Il se trouve en face de Matata, qui viendrait de la majorité comme Dauphin ou de Minaku. Parce que si nous allons tout simplement pour dire raconte, tu ne comprendras rien. 3 candidatures ou même 4. Félix Tshisekedi. On a Félix Tshisekedi qui vient de l'UDPS. Moïse Katumbi. On a Matata pour le compte de la majorité présidentielle Robin Minaku. Voilà. On a Mouzito pour le compte du Palou. Et le MLC n'a pas un candidat. Vous ne pouvez pas demander à MLC de ne pas dire, devant les 4 options, faire une option. Un choix. Alors, M. Kabassou, est-ce que vous avez dissipé vos inquiétudes par rapport à l'interprétation de la ligne que doit suivre? Voilà. Non, je pense qu'il faut être équilibré. L'inquiétude demeure parce que généralement ce qui arrive même lorsque l'on comprend, lorsque l'on considère c'est intelligible de regarder positivement, avec beaucoup d'appréciation, la nécessité de s'allier pour conquérir les pouvoirs, voilà, au niveau même de l'élection présidentielle. Mais la grande difficulté arrive d'abord, au niveau de l'harmonisation des vues, des grilles référentielles idéologiques pour pouvoir ficeler d'abord les programmes électoraux. Voyez-vous, parce que quand vous êtes mis ensemble, vous devez vous adresser à la population. Maintenant, vous devez esquisser un programme électoral qui doit avoir un soubassement idéologique, qui doit avoir un entendement, une cohérence, une logique idéologique, parce que l'idéologie vous donne un canevas d'interprétation, mais également des prescriptions des actions. Donc, c'est vrai, d'une part, on peut comprendre la nécessité d'une alliance stratégique qui répond à la réelle politique pour conquérir les pouvoirs, mais il faut travailler en profondeur, et c'est les messages que je lance notamment au Palou, au MLC, à Moïse, ensemble pour le changement, et à la majorité. Donc, nécessité d'une alliance stratégique pour conquérir les pouvoirs, mais impératif de travailler pour fignoler, harmoniser les messages électoraux, mais après les élections, n'oubliez pas que le Congo a déjà un plan national stratégique de développement, qui a déjà fait des projections pour un Congo émergent en 2030 et un Congo développé en 2050. Donc, il y a un cadre stratégique qui existe déjà. Voilà. Il y a des problèmes d'ordre social, politique, etc. Il y a la nécessité d'accélérer la démocratisation. Il y a la nécessité de remodeler l'armée pour anéantir les forces négatives. Maintenant, après les élections, c'est là qu'arrivent les problèmes. Quand vous allez composer les programmes de gouvernement, c'est d'ailleurs l'une des problématiques qu'il y a dans ces livres ici, que j'ai sorti l'année passée, la gestion politique du programme de gouvernement. Donc après les élections, maintenant il faut composer d'abord le gouvernement, les programmes de gouvernement, c'est là qu'il va y avoir des problèmes. Et effectivement, les patriarches Gizenga a eu des problèmes. Monsieur, notre aîné Mouzito a eu des problèmes parce que la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux et les autres institutions leur ont imposé les cadres de Washington Consensus, qui est un cadre néolibéral. Et donc, ils étaient bien obligés, vous avez les pieds liés, pour exécuter un cadre stratégique qui était néolibéral. J'aimerais que vous puissiez nous aider à avancer parce qu'on va bientôt finir l'émission. Oui. Pourquoi les PALU, l'UNC, le PPRD, qui se retrouvent déjà au niveau, qui se retrouvent d'ailleurs souvent dans les congrès de l'international socialiste, ne se mettent par exemple ensemble aujourd'hui pour créer le bloc traditionnel, notamment la gauche. Je pense que le problème... 57 ans après, plus de 50 ans après l'indépendance. Premièrement, je voulais préciser au gouverneur que ça fait partie de la politique. Lorsque vous avez dit, nous avons bénéficié de l'appui aujourd'hui, je crois que
Madame Angela Merkel vient de passer combien, 6 mois ou 7 mois en train de discuter les programmes du gouvernement. Dans les partis politiques, il n'est pas exclu, c'est pourquoi je vous dis, les passerelles d'échange d'informations et d'analyse politique. À ce sens que si demain, dans l'hypothèse plus absolue, ça s'est concrétisé, c'est une discussion pour voir quel est le programme que nous mettrons ensemble en place pour gérer la République. Donc ce n'est pas complètement pour dire c'est bloqué, c'est difficile, parce qu'on a même vu des gouvernements de cohabitation ailleurs fonctionner. Donc ce n'est pas un problème. Très bien, Alors, deuxièmement, voilà. En termes... Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre le bloc de gauche, les grands partis politiques? Non, le problème du Congo est d'abord, le Congo est un pays atypique, avec beaucoup de ces réalités qui ne sont pas proprement rationnelles. Je vous prends l'exemple d'approche. Quand tu prends l'UDPS... J'ai comme l'impression que vous vous contredisez, vous allez continuer. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il faut un cadre de concertation, pour ne pas dire que c'est difficile, c'est compliqué, mais je ne me contredis pas. Oui. Tu as toujours, je te dis, avec les palos, avec les M7, c'est difficile. Non, mais je ne suis pas bloqué. J'ai des inquiétudes par rapport aux inquiétudes, c'est moi l'acteur politique, vous êtes journaliste. Voilà. Je vous l'ai dit que nous avons, lorsqu'il y a instant, les gens vont discuter sur le programme. Et il peut y avoir des concessions à se faire par rapport au programme et remonter la ligne philosophique, la ligne idéologique de ce programme du gouvernement. C'est discutable. Ce n'est pas bloqué. Mais quand on dit, nous sommes tous dans l'international socialiste. Je vous dis d'ailleurs que le PPRD n'y est pas. L'UNC n'est pas l'international socialiste. Non, il n'y a que deux partis politiques qui ont qualité de visiteurs, l'UDPS et les partis lumumbistes unifiés. Mais le problème qui se pose dans notre pays, c'est un problème beaucoup plus de conception du pouvoir, l'approche. Je vous prends l'exemple. Depuis que nous sommes dans des transitions ici, l'UDPS a développé un comportement beaucoup plus de conquête du pouvoir par des voies de négociation. Les formats réduits. Les Palous avaient refusé tous ces formats réduits de conquête de pouvoir pour ne restituer que le pouvoir au peuple. Alors, vous avez un petit comportement qui se développe, mais je pense que ni était la vigilance du président Kabila lui-même. Le PPRD voulait amener une pensée Tatabo, Mamabo, et pour dire Oumela, c'est-à-dire 100 ans Tomotombele. C'est un problème d'approche. Et donc, vous avez là des partis socialistes, mais dans ce qui serait la réalité de la gestion, on n'est pas dans la même optique. Les gens pensent que nous sommes des sociodémocrates, mais nous pouvons mettre en place des régimes de Oumela pour l'éternité. Les autres pensent que nous sommes des sociodémocrates, mais la conquête du pouvoir, c'est en format réduit. Et nous pensons qu'il n'y a pas autre voie de conquête du pouvoir qu'en remettant ce pouvoir au souverain primaire, qui est le peuple. Donc c'est un problème d'approche, mais également de la construction de ces sociétés pour que ce soit les idéologies se fondent réellement. Vous n'avez même pas de capitalistes congolais. Ce sont des Chinois qui sont les détenteurs d'outils de production. Ce sont les Libanais, les Français, les autres qui sont des détenteurs d'outils de production. Il n'y a même pas de Congolais. C'est possible ou impossible de créer les cartels idéologiques? C'est facile lorsque les gens, nous nous mettons d'accord, discuter, nous mettre d'accord sur l'approche du pouvoir. C'est la même question que je vous pose. Je pense que dans cette optique-là, donc pour s'arrimer à votre argumentaire, je pense que si on reste dans votre optique, dans votre hypothèse, je pense qu'en termes de choix rationnel, la première démarche amorcée aurait été dans le sens, justement, puisque vous êtes de la gauche, et que le PPRD, c'est la social-démocratie, donc de centre-gauche, ça aurait été plus facile pour vous d'expliquer au PPRD ce que vous venez de dire, j'apprécie, que nous n'avons effectivement pas de capitalistes congolais. Parce que la problématique, on ne peut pas organiser une société socialiste et même aller au communisme sans passer par le capitalisme, non, sans avoir des vrais capitalistes. Parce que les socialismes est censé naître des contradictions de la déflagration du capitalisme. Or, nous n'avons pas de capitalisme. C'est pourquoi j'ai parlé du socialisme incantatoire, parce qu'en Afrique, justement, au plan principiel, les problèmes c'était comment créer une société capitaliste lorsqu'on n'a pas d'industrie, on n'a pas de capitalisme. Mais maintenant, vous voyez votre argumentaire lorsque vous dites, vous insistez, nous n'avons pas de capitalistes congolais, c'est les Chinois, c'est les Libanais, etc., etc. Un parti des droites va dire, il n'y a pas de problème, il faut laisser ces Libanais prospérer, ces Indiens prospérer, ces Belges prospérer, et que au plan de la perspective des libéraux, c'est la victoire économique du plus fort, du plus intelligent. Voyez-vous? Parce que la victoire, ou si vous voulez, les succès économiques, la conquête économique, aujourd'hui, c'est plus les ressources, disons les ressources économiques de l'époque, la terre, le capital, c'est l'intelligent. On parle de smart power, smart economics. Ça veut dire la connaissance, la technicité, la technologie, etc. Les partis des droites
s'arrimer à ces données-là. Vous êtes socialiste, donc vraiment de gauche, vous n'allez pas nécessairement vous arrimer à cela. Vous allez vouloir, par exemple, la redistribution, comme nous voyons aujourd'hui en Afrique du Sud, l'ANC qui a une forte dose de communisme, qui est aujourd'hui impulsée, également bousculée par les IFF de Julius Malema, qui parle de l'expropriation sans compensation. Vous voyez qu'il y a déjà clash là-bas. L'ANC lui-même a connu des problèmes avec le Parti communiste, parce que Mbeki et tout en étant communiste, Mbeki a imposé un agenda néolibéral. C'est ce que j'ai dit que le patriarche Gizenga et notre camarade Mouzito ont connu de sérieux problèmes. Ils avaient les pieds et les mains ligotés parce qu'ils ont opérationnalisé un programme de gouvernement néolibéral. Voilà. Votre réaction avant que nous puissions terminer. C'est parce que là, il entre... À moins qu'il me contredise. Là, il entre dans ce qu'on appelle... La réalité économique congolaise. Voilà. La réalité économique d'une économie... L'idéologie s'impose sur la réalité. L'idéologie cherche à modeler voilà, c'est pourquoi la réalité économique. Les problèmes, vous trouvez un État qui est pratiquement mis sous tutelle du Fonds monétaire international, avec un plan qu'on a appelé le plan de 2002, le plan de redressement économique d'un pays sorti de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes revenus avec le code minier. Ce code minier a été un code voté dans le cadre d'un programme. Le gouvernement de 2002 avait signé avec le code d'investissement qui était un code, vous l'avez trouvé. La réalité, vous l'avez vu quand nous sommes arrivés avec Gizenga, c'est de pouvoir retoucher tous ces textes pour donner un nouveau caractère. C'est pourquoi on a parlé de la révisitation des contrats miniers. C'est pourquoi même on a parlé à l'époque de la révisitation du code des investissements, afin de lui donner un caractère idéologique tel que voulu. C'était ça la réalité politique du Congo. Et qu'aujourd'hui, je sais, aujourd'hui, le Congo n'est pas encore totalement. Notre vision, quand vous dites, je vous dis tout à l'heure, il n'y a pas de capitaliste congolais, la vision que nous avons, c'est que demain, si nous sommes au pouvoir, même si nous avons bénéficié de l'appui d'un parti libéral, vous allez créer des nous avons créé, ça c'est l'impératif. Si nous voulons être une économie forte. Mais le socialisme, vous allez créer des capitalistes. Non, suivez, camarades. Vous êtes censé exproprier. Non, vous êtes censé nationaliser. Mais nous censé créer des capitalistes. Nous ne sommes pas dans le socialisme scientifique. Notre idéologie est fondée sur l'économie sociale du marché. L'économie sociale du marché, c'est-à-dire que l'État... Vous ne pouvez pas être socialiste pur et appliquer l'économie sociale du marché. Nationaliser, exproprier, nous avons une économie sociale du marché. C'est ça que dit notre philosophie. Le débat est interminable. Votre conclusion... Nous ne sommes pas de socialisme pur, scientifique. Votre conclusion dans quelques secondes. J'ai dit, une seconde, je pense qu'il n'y a pas de lamentation à se faire pour l'instant que nous discutons avec le mouvement national, mouvement de libération congolais. Je pense que demain, nous ferons prévaloir une politique qui pourra être très utile à la République démocratique du Congo. Je pense que pour une fois, au moins, on peut saluer le gouvernement Tchibala pour cette loi. Maintenant, elle montre les bénéfices, également les VPM Chedari pour cette loi qui est innovante, maintenant qui commence à pousser les partis politiques à organiser des grandes plateformes. Ça va d'ailleurs contribuer à la cohésion nationale. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon frère qu'il y a le réalisme politique, quitte à voir dans quelle mesure on peut peaufiner des idées pour avoir des bonnes stratégies de messages électoraux ou de messages électoraux et des bons programmes de gouvernement. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de débattre autour de cette table. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde.